Les inondations étaient devenues plus fréquentes l'année dernière malgré les actions entreprises pour y faire face. Pour cette année, de nouvelles initiatives sont en cours afin de lutter efficacement contre cette catastrophe. En 2024, le plan de préparation et de réponse PPR aux inondations a mobilisé 50 millions de francs CFA de fonds gouvernementaux, complétés par 1,6 milliard de francs CFA d'appui extérieur. Sur un total de 38 actions prévues, 37 ont été mises en œuvre. Parmi les actions réalisées, l'on note l'évaluation des sites d'accueil des sinistrés, l'acquisition de matériel de pompage, la sensibilisation des populations via les médias et les campagnes locales, ainsi que la maintenance des infrastructures d'évacuation des eaux. Pour l'année 2025, 26 nouvelles actions sont inscrites avec un accent particulier sur plusieurs domaines tels que l'assainissement urbain, l'amélioration des équipements de drainage et l'intensification des campagnes de sensibilisation. Il est également prévu de mettre en place un comité de suivi afin de garantir une coordination efficace des actions. Rappelons que le Togo devrait bénéficier d'un appui de 17 milliards de francs CFA du Fonds vert pour le climat via la BOAD pour faire face aux inondations. 81 000 francs CFA, c'est le prix officiel de la tonne de ciment au Togo. Le ciment étant un matériau essentiel pour la construction, son prix influence directement plusieurs secteurs d'activité. Mais depuis un moment, des écarts sont constatés sur le terrain. Dans certaines localités, des revendeurs pratiquent des prix plus élevés que ceux fixés, suscitant des tensions sur le marché. Face à cette situation, les deux principaux producteurs, Simtogo et Simco, sont montés au créneau pour dénoncer ces dérives. Pour ces entreprises, cette situation est inacceptable. Elle invite tous les acteurs au respect strict du prix du ciment recommandé et rappelle que toute spéculation nuit au bon fonctionnement du marché. Ce phénomène est particulièrement observé dans la région des savanes où les prix affichés dépassent parfois largement le tarif officiel. Un premier avertissement avait déjà été adressé aux revendeurs en décembre dernier, mais les pratiques persistent. Entre distribution mal maîtrisée et marge additionnelle appliquée par certains commerçants, le prix du ciment reste instable dans plusieurs zones du pays. Alors que la demande en matériaux de construction demeure forte, la question du respect des prix devient cruciale. Si les écarts persistent, la confiance des consommateurs pourrait être ébranlée et le marché du ciment pourrait aussi être fragilisé par des tensions croissantes entre producteurs, distributeurs et acheteurs. À peine sorti de la menace de coupure électrique liée aux travaux sur le gazoduc ouest africain, le Togo doit faire face à une nouvelle difficulté. La compagnie énergie électrique du Togo CET annonce des travaux de maintenance sur l'une des centrales thermiques du pays du 4 au 25 mars 2025, ce qui pourrait entraîner de nouvelles perturbations dans l'approvisionnement en électricité. Ces travaux, initialement prévus en janvier, mais reportés en raison des opérations de raclage du gazoduc de la West African Gas Pipeline Company, visent à préserver l'intégrité des équipements de production. Cependant, l'arrêt temporaire de cette centrale réduira la capacité du réseau, augmentant le risque de délestage, notamment aux heures de forte consommation. Pour limiter l'impact, la CET prévoit d'accroître les importations d'électricité. Mais ces solutions restent incertaines car une surcharge sur les lignes d'approvisionnement ou un imprévu technique pourrait rapidement fragiliser la distribution. Le spectre des coupures plane donc toujours sur les ménages et les entreprises. Cette nouvelle annonce intervient alors que le pays vient tout juste de gérer la précédente crise énergétique. La récurrence de ces perturbations met en lumière la fragilité du système électrique national et interroge sur sa capacité à faire face aux imprévus. Les Togolais doivent-ils désormais s'habituer à ces perturbations récurrentes? Entre maintenance, aléas techniques et dépendance aux importations, l'approvisionnement en électricité semble plus fragile que jamais. Faut-il y voir une nouvelle routine ou un simple passage difficile? Une chose est sûre, la question de la stabilité énergétique du pays reste plus que jamais posée. Éliminer le paludisme à l'horizon 2030, c'est l'objectif que s'étaient fixés les chefs d'État et de gouvernement africains en 2015. À 5 ans de l'échéance,
Les statistiques actuelles montrent à suffisance que l'objectif, même s'il peut être atteint, ne le sera pas en 2030. Selon le récent rapport de la lutte contre le paludisme en Afrique, la riposte contre le paludisme avance à pas de caméléon. En 2023, l'Afrique a enregistré 246 millions de cas de paludisme et près de 600 000 décès, dont 76% des enfants de moins de 5 ans. Ces chiffres confirment l'ampleur du défi que représente le paludisme en Afrique et par ricochet soulignent l'urgence de redoubler les efforts de lutte pour inverser la tendance. À 5 ans de l'objectif, le paludisme reste et demeure la cause majeure de morbidité et de mortalité en Afrique, avec pour cible les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Si les facteurs comme la pauvreté, l'accès limité aux soins de santé, le manque d'infrastructures adéquates et les conditions environnementales favorables aux moustiques rendent difficile la lutte, les nouvelles décisions géopolitiques viennent corser l'addition. Les États-Unis d'Amérique, en plus de leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé OMS, refusent toute assistance aux pays africains par son aile marchande l'USAID. Les États-Unis se sont positionnés depuis des décennies comme acteurs majeurs de la santé mondiale. Son gel du financement de l'USAID plonge les militants, les organisations internationales, les organisations communautaires et de la société civile et des patients dans une incertitude croissante. Les grands bénéficiaires de l'USAID ont une occasion de redéfinir les équilibres financiers et politiques de la lutte contre le paludisme. Autrement, l'objectif zéro paludisme à l'horizon 2030 risque d'être une utopie. Au Ghana, les communautés côtières de Ketu South sont assiégées. Depuis près de 2 semaines, de puissants raz-de-marée s'abattent sur le littoral, détruisant les maisons, les écoles, les terres agricoles et les infrastructures essentielles. Pour nous, les commerçants, une coupure de route signifierait des détours longs et coûteux, ce qui affecterait nos activités. Avec des maisons, des écoles, des centres de santé et des cimetières engloutis par les marées montantes, la dévastation a atteint des niveaux alarmants. Cela nécessite une intervention sérieuse sur le plan économique et physique et nous avons besoin d'une intervention sur le plan social. Des cimetières ont disparu, des familles entières ont été déplacées et les conséquences psychologiques sur les habitants, en particulier les femmes et les enfants, sont immenses. Et même s'ils ont de bons endroits où aller et qu'ils vont à l'école, ils sont traumatisés parce qu'après l'école, ils se demandent où ils vont aller. Qualifiant la situation de problème de sécurité nationale, le ministre de la Volta, James Gounou, a appelé à une intervention immédiate pour éviter d'autres dévastations. Nous savons que cette situation dure depuis très longtemps, mais cette fois-ci, le niveau de dévastation est tout simplement insupportable. Le gouvernement est inquiet. Actuellement, de nombreux résidents déplacés comptent sur les articles de secours tout en cherchant un abri dans les églises, les structures de fortune ou en dormant dans la rue. C'est là que nous dormons chaque nuit, mais chaque fois que la mer déferle, nous sommes obligés de rassembler nos affaires et de nous réfugier sur les rochers jusqu'à ce que les vagues s'apaisent. Dormir dehors nous rend vulnérables à la poussière, aux infections et aux conditions climatiques difficiles. Les enfants souffrent de piqûres de moustiques, ce qui augmente le risque de paludisme. Au-delà de l'aide à court terme, les habitants touchés exigent des solutions à long terme. Notre plus grande préoccupation est la nécessité urgente de construire un mur de défense contre la mer. Il serait désastreux que les marées traversent cette route et pénètrent dans la lagune. Ils ont exhorté le gouvernement à achever le projet de défense maritime abandonné depuis longtemps et à accélérer le projet d'abri de Ganagas qui visait à fournir 150 appartements de 2 chambres à coucher aux familles déplacées. Le Nigeria a adopté de nouvelles mesures pour encadrer les transplantations d'organes et de tissus. Ces règles devraient permettre de lutter contre le trafic d'organes, un fléau dans le pays. Ces lois interdisent concrètement la vente d'organes et couvrent les dons de reins, de foie, de moelle osseuse, de cornée, ainsi que les gamètes et les embryons. Par ce nouveau code, les autorités cherchent à instaurer plus de transparence et aligner le Nigeria avec les meilleures pratiques internationales.
Selon les autorités sanitaires, la pénurie de donneurs, les problèmes culturels et une législation insuffisante ont favorisé des abus. En 2023, un sénateur nigérien a été condamné à Londres pour avoir voulu prélever le rein d'un jeune homme pour le faire greffer à sa fille. Outre le Nigeria, l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud ou le Kenya sont touchés par le trafic d'organes. Le Mali a suspendu mercredi les permis d'exploitation artisanale de l'or délivrés aux sociétés étrangères. La décision prise par le général Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir à Bamako, intervient après des accidents sur les sites miniers faisant une dizaine de morts. Il s'agit notamment des incidents en janvier dans la région de Koulikoro, dans le sud du pays, et en février dans la région de Kaï, dans le sud-ouest. Outre la suspension des permis, la junte militaire malienne a décidé aussi de saisir le matériel d'orpaillage. Bamako affirme qu'il sera inscrit au patrimoine national. Le Mali fait partie des 3 grands producteurs de l'or en Afrique. Sa production artisanale est estimée à environ 30 tonnes d'or par an et représente 6% de la production annuelle du pays. Le secteur a représenté plus de 80% des exportations totales du Mali en 2021. Selon les États-Unis, plus de 2 millions de personnes, soit plus de 10% de la population malienne, dépendent du secteur minier pour leurs revenus. Dans le village de Boulambo-Isalé, Julie Kaviavou et Sangala Paloukou, un frère et une sœur, exercent le métier de guérisseur. Ils disposent pour cela d'une case traditionnelle baptisée Véranda, où ils peuvent donner des conseils en médecine traditionnelle, mais aussi, sur requête des visiteurs, demander l'intercession des ancêtres. Une pratique bien ancrée chez les Nandais, ici en République démocratique du Congo, dans la province du Nord-Kivu. Quand il y a des périodes de sécheresse dans nos champs, nous appelons nos ancêtres pour nous aider à régler cela afin que nous ayons à manger. Même quand la guerre perdure et que beaucoup de gens meurent, les ancêtres doivent intervenir. Dans une région où la guerre fait rage, les demandes ne manquent pas. On vient de toute la région pour consulter dans ce village, considéré comme un fief culturel des Nandais. Et à une vingtaine de kilomètres de là, Butembo est leur fief économique. La ville est protégée par une petite troupe de Ouazalando, des miliciens qui interviennent en supplétif de l'armée de la RDC dans sa guerre contre le M23. Eux aussi font largement appel aux guérisseurs, de quoi donner force et courage aux combattants. Je peux vous assurer que ce pouvoir culturel, ça nous aide dans la guerre et nous sommes censés aussi de protéger ce pouvoir et de faire tout le moyen que ce pouvoir soit protégé. Mais de la vie générale, c'est un pouvoir exigeant qui demande de l'unité, du respect et un bon comportement pour être efficace. Une règle pas toujours respectée. Mardi à Butembo, un affrontement entre 2 factions Ouazalendo rivales a fait au moins 9 morts parmi ces miliciens. Le nombre de cas d'Ebola en Ouganda est passé à 14 selon les données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies publiées jeudi. 3 des 5 nouveaux cas ont été confirmés et 2 sont considérés comme étant probablement des cas d'Ebola. Un nouveau groupe concerne les proches d'un enfant de 4 ans décédé des suites de la maladie récemment. Au total, les virus Ebola se propagent désormais dans 5 des 146 districts du pays, dont Kampala, alors qu'une épidémie a été déclarée dans la capitale ougandaise en janvier. Les autorités sanitaires du pays sont critiquées pour ne pas avoir rendu publiques les dernières données de l'épidémie. Elles affirment cependant enquêter toujours sur la source de la dernière épidémie, alors qu'il n'existe pas de vaccin approuvé pour la souche soudanaise d'Ebola qui sévit en Ouganda. Le pays d'Afrique de l'Est a connu de nombreuses épidémies d'Ebola, dont une en 2000 qui a fait des centaines de morts.
Ciblée par des critiques autour de son genre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 où elle avait décroché la médaille d'or, la boxeuse algérienne Iman Khalif s'est dite sereine à l'approche des JO 2028. Je n'ai rien à craindre ni à cacher. Comme le dit un proverbe algérien, seuls ceux qui ont de la paille dans l'estomac craignent le feu. Et c'est pour cette raison que je dis que participer aux Jeux Olympiques est le rêve de tout athlète. En tant que championne olympique, j'aspire à gagner une nouvelle médaille. Quant aux questions politiques, elles ne font pas partie de mes projets. Exclue du mouvement olympique depuis 2019, la Fédération internationale de boxe avait contesté le droit à la boxeuse algérienne de concourir chez les femmes, estimant qu'elle aurait une part de masculinité en elle. Le 26 février, le Comité international olympique a reconnu à titre provisoire World Boxing comme la fédération internationale régissant la boxe au sein du mouvement olympique. Pour moi, cette reconnaissance était attendue depuis un certain temps. Le Comité international olympique a été clair dès le début et a communiqué avec toutes les parties concernées depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle fédération et la confiance dans l'ancienne fédération internationale a été retirée pour des raisons juridiques. La boxe est entrée dans une nouvelle ère avec la nouvelle fédération avec laquelle j'ai déjà travaillé. La médaillée d'or a également insisté sur le fait que le paysage politique ne l'inquiétait pas, malgré les accusations de certaines personnalités sur son genre. Le Comité international olympique a dénoncé des campagnes de désinformation autour de la boxe.